Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Vélo Podcast, un podcast spécial présentation de la saison 2025. Elle a déjà bien débuté, mais on arrive très bientôt dans le dur, dans le sérieux de cette saison 2025 avec l'arrivée déjà de Paris-Nice. Déjà quand on arrive à Paris-Nice, ça commence à sentir bon. Pour parler de cette saison homme, j'accueille Étienne Gourceau de l'ICO du Sport avec moi. Salut Étienne. Salut Guillaume, la Charente est en force aujourd'hui. Et 100% charentais, on y croit. La partie femme tout à l'heure, elle sera avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin comme d'habitude. On parlera, il y a aussi pas mal à évoquer de sujets avec Julien sur la partie femme. Cette saison femme, juste on en parlera à la fin de la partie homme, mais Étienne, la saison femme, elle s'annonce aussi assez intéressante. On attend tous et toutes, je pense, la revanche de Vollering après son Tour de France raté. Enfin raté c'est un grand mot, mais pour elle, la deuxième place, c'est un échec absolu. Elle qui était tenante du titre, elle a changé d'équipe. La FDJ Suez a pris une nouvelle dimension avec elle. Tu y reviendras avec Julien tout à l'heure, mais c'est presque le bonbon et je trouve que cette saison féminine, elle me hype au moins autant que celle des hommes. Voire même un peu plus. Entièrement d'accord avec toi à ce sujet et d'ailleurs je fais le teasing, vous retrouverez dans quelques jours dans Vélo Podcast un sujet qu'on a tourné à la conf de presse un peu officielle de la FDJ Suez à Paris, au siège de la FDJ où on a pu rencontrer quelques figures de cette équipe, notamment Juliette Labousse, Evita Music et même Demi Vollering que vous entendrez. Allez, on va parler de cette saison 2025 homme. Étienne, je le disais, qui a débuté il y a quand même quelques semaines, oui, parce que c'était il y a un mois, au mois de janvier, en Australie, avec aussi l'UE Tour qui a débuté cette semaine, et quelques courses aussi en Espagne, les premières courses espagnoles. Étienne, qu'est-ce qu'on retient de ce début de saison? On sent quand même qu'il y a une équipe UAE qui a commencé dès les premières courses à gagner, avec Narvaez qui a gagné au Down Under. On a vu aussi Morgado qui a gagné, Yann Christen aussi qui s'est mis en évidence sur les classiques espagnols. On sent certains veulent montrer qu'il n'y a pas que Pogačar dans l'équipe, quoi. Oui, et puis c'est vrai que pour eux, les opportunités, elles seront pas, il n'y en aura pas 150 000. Il y a un moment, leur objectif, ça va être aussi d'intégrer les plus grandes courses. Sauf que lors des plus grandes courses, il y aura un certain Tadej Pogačar qui aura le leadership absolu. Donc c'est l'occasion pour eux de se montrer, de gagner des courses. En vélo, gagner une course, c'est quand même rarement anodin. Alors évidemment, quand on s'appelle Tadej Pogačar et qu'on en gagne 24 en 2024, j'imagine qu'une petite victoire, ça n'a pas forcément une grande saveur, mais pour un Antonio Morgado qui a fait une grande démonstration, remporter une course, c'est déjà quelque chose de probant pour lui et j'imagine que ça va lui donner un boost de confiance pour la suite. Et puis une belle victoire en plus pour Morgado avec la Manière, la Figueira Champions Classic. On a vu que ça a quand même scoré. On a vu aussi Adam Yates qui lui est allé gagner au Tour d'Oman. Bon voilà, les lieutenants un peu de Pogačar aussi profitent de ce début de saison pour aller gagner un peu. Alors après pour Adam Yates c'est un peu différent parce qu'il est possible. Alors, tout va dépendre de ce que décide Pogačar sur le Giro, mais ça dépend du calendrier. Il est possible qu'il ait un leadership sur un grand tour cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, ni il y a 2 ans d'ailleurs. On évoque le Tour d'Italie pour Adam Yates. On évoque le Tour d'Italie pour Adam Yates en co-leadership avec Joao Almeida. Un peu, on se dit, allez-y messieurs, vous êtes au service de Tadej Pogačar le reste de la saison. Maintenant, c'est à la pédale qu'il va falloir faire la différence, quoi. Pour développer, il y a forcément une guerre d'ego parce qu'il y a énormément de leaders. On n'a pas évoqué Juan Ayuso non plus dans cette équipe. Donc, on a des coureurs qui sont capables de gagner des grands tours ou à minima de faire podium. Joao Almeida l'a déjà fait sur un Giro. Et c'est des coureurs à qui il faut donner à manger aussi. Tu peux pas leur dire tu es coéquipier Tadej Pogačar toute l'année. Il faut qu'ils aient des courses où ils puissent se montrer en tant que leader. La contrepartie, par contre, on l'a déjà évoqué, c'est que quand ils sont alignés en tant que leader, il faut pas décevoir parce que derrière, des potentiels leaders chez UAE, il y en a un paquet. Del Toro s'est déjà montré en début de saison, on l'a pas encore évoqué non plus. Juan Ayuso, et puis il y a d'autres pépites. On pense au petit Torres, le jeune espagnol qui a été impressionnant sur le Tour de l'Avenir, sur le Baby Giro, pardon. Voilà, tout ça, c'est des
ça peut être des leaders à court ou moyen terme. Côté français, on a déjà eu quelques victoires. Valentin Ferrand au Grand Prix de la Marseillaise, Kevin Vauquelin à l'Étoile de Bessèges Tour du Gard. Kevin Vauquelin, on sent que sur une semaine, il a vraiment la capacité d'en remporter plusieurs, des courses par étapes. Et on attend un successeur à Christophe Moreau dans les courses à étapes d'une semaine. On sent qu'avec sa capacité en contre-la-montre et sa capacité aussi à bien grimper, il peut s'approcher, pourquoi pas, à l'avenir d'une victoire suivant le plateau qui est aligné sur une course. À partir du moment où un coureur, sans le dénigrer, comme Simon Spilak a pu remporter 2 ou 3 courses d'une semaine au niveau World Tour, je pense tout à fait, et je me demande s'il n'a pas gagné le Tour de Suisse aussi. Kevin Vauquelin, c'est un coureur qui est à mon sens plus talentueux, mais qui arrive à une époque où il y a aussi plus de coureurs talentueux ailleurs. Il est né en 2001, donc il va avoir 24 ans le 26 avril prochain. Je pense qu'on est en droit d'attendre. Il a fait une super saison l'année dernière. Il a scoré, gagné sur des courses à sa portée. Maintenant, pour lui, l'objectif, ça va être de franchir le cap au niveau World Tour. On a vu l'année dernière, notamment sur le Tour de Pays Basque, malgré le fait qu'il y a eu des absences sur chute, on pense à Roglic, Vingegaard ou même Evenepoel. Et on a vu qu'il était encore un peu limité par rapport à d'autres coureurs. Donc il faut vraiment que pour succéder à Christophe Moreau, il va falloir qu'il franchisse ce cap. Et ce cap, ça passe par mieux grimper, être capable d'accrocher les meilleurs. Parce que si il a 2 ou 3 minutes de retard avant un chrono, il ne gagnera pas sur une course à étape d'une semaine, c'est mort. L'an dernier, il fait 10e de Tirreno Adriatico, notamment, voilà, avec mais une capacité à déjà se placer avec le contre-la-montre. C'est bien, mais c'est pas encore un coureur comme Lenny Martinez a déjà plus de références sur des CPE d'une semaine. Je vois. Mais il n'a pas ce talent contre la montre. Je pense que Kevin Vauquelin, ça peut être aussi. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'alarmer non plus sur son cas. Il me fait penser un peu à un certain Geraint Thomas dans le style des rouleurs grimpeurs, des gens qui ont un gros moteur, mais qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour développer ce moteur, contrairement à des purs grimpeurs qui sont déjà très forts jeunes. Et on a vu que Geraint Thomas, alors, dans un premier temps, il s'est concentré sur les classiques flandriennes, mais on a vu qu'il a attendu plus de 30 ans avant de vraiment performer sur un grand tour et remporter le Tour de France. Donc maintenant, si Kevin Vauquelin, à 24 ans, il fait, par exemple, je sais pas, je dis ça au pif, mais s'il fait 7e du Dauphiné, je sais pas combien, admettons qu'il fasse, je sais pas s'il fait la Vuelta, mais s'il fait 14-15 de la Vuelta, il faudra pas non plus lui tomber dessus. C'est un processus, c'est peut-être un coureur qui a besoin d'un peu plus de temps. Mais bien sûr, mais on l'attend, c'est vrai qu'on en parlait pas mal avec FP aussi, on l'attend plus sur les classiques et sur les courses par étapes d'une semaine pour aller faire des places aussi. Il avait fait 8e au Pays Basque l'an dernier et 2e à la Flèche Wallonne. Et Simon Spilak, 2 victoires au Tour de Suisse. Voilà pour un peu ce dont on pouvait parler de ce début de saison. Juste aussi Lenny Martinez qu'on avait avec la Bahreïn se mettre au service de Buitrago et de Bilbao sur une course par étape espagnole. Bon voilà, il s'intègre dans cet effectif et il est pas, il fait pas tâche quoi. On sent que il travaille, il donne sa part de travail, il y va il va franco quoi. Alors je suis pas dans le bus de la Bahreïn ni dans la tête des directeurs sportifs. Je pense que chacun avait sa liberté en début de course et que c'est vraiment le scénario de la course qui a forgé qui est leader, qui est équipier. On a vu que Buitrago était très fort. D'ailleurs, il gagne la course. Maintenant, il fait la première étape de montagne qu'il fait, elle est loin d'être vilaine. C'est-à-dire, je sais plus, je crois qu'il est pas loin du top 10 ou peut-être fond de top 10 sur cette étape-là. Bon, pour une course presque de reprise, il avait déjà couru une course d'un jour avant il fait 9e. Donc, et au général final, il fait 11e. C'est loin d'être catastrophique. Et on voit là, c'est par rapport aussi à la forme de la saison. Oui, on a devant lui, il y a Ben O'Connor, il y a Jane Hindley devant lui au classement général. Il est devant Saint-Castrillo, Tobias Foss. Donc non, c'est pas mal pour Lenny Martinez. On verra bien ce que ça va donner pour lui cette saison. Étienne, on va passer un peu à nos attentes de cette saison. Qu'est-ce qu'on attend de cette année 2025 2024, on a vu de belles batailles. On a vu aussi une chute en Espagne au Tour du Pays Basque qui a un peu faussé le reste de la saison. Toi, qu'est-ce que tu attends de 2025 ? Peut-être plus de bagarres dans les monuments parce que finalement l'année dernière, hormis Milan-San Remo qui a été extraordinaire, les monuments ont tous été pliés assez rapidement. On a vu que Van der Poel a écrasé Tour des Flandres Paris-Roubaix, Pogacar a écrasé Liège-Bastogne-Liège, championnat du monde et Tour de Lombardie. C'est vrai que c'est des coureurs qui sont extraordinaires, qui sont à la fois séduisants sur le vélo et séduisants en dehors du vélo. Mais c'est vrai que le vélo reste un sport de compétition, reste un sport de grande bataille, de grands duels.
voire plus que des duels. Et ça a manqué quand même un petit peu l'année dernière, y compris sur les grands tours finalement, sauf la Vuelta, où finalement on a manqué un peu de ce duel. C'est vrai que 2023, on se souvient, et 2022, on se souvient de ce duel Pogačar-Vingegaard, où les deux s'envoient des attaques, notamment Pogačar qui attaque énormément, Vingegaard qui se défend admirablement à chaque fois, plus l'étape du Granon en 2022 où Vingegaard est absolument admirable. Et ça a manqué, je sais pas si tu es d'accord avec moi Guillaume, mais ça a manqué ça l'année dernière, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, les grands raids ne me dérangent pas. Moi non plus. Hein. Les grandes performances sportives ne me dérangent pas. C'est-à-dire que si un gars est vraiment au-dessus... Après, l'an dernier, Vingegaard, il arrive un cran dessous physiquement par rapport à sa chute au Pays Basque, et déjà qu'il soit revenu sur un vélo et faire deuxième du Tour avec ce qu'il a eu, c'était assez incroyable. Y compris Remco, d'ailleurs, on l'a oublié, mais Remco tombe et se casse la clavicule. Et... Ouais, mais c'était qu'une clavicule, si tu peux me permettre, par rapport à ce qu'avait eu Vingegaard. Mais ça l'a retardé quand même. Et exactement. Mais ça tu as raison. Non, moi ce que j'attends, c'est de voir un Pogačar challenger à la fois au Tour de France et puis qu'il aille challenger Van Der Poel aussi sur le Tour des Flandres, et pourquoi pas sur Paris-Roubaix, sait-on jamais, on l'a vu s'entraîner sur les pavés. Ce que j'attends, c'est qu'il fasse tout péter dans Milan-San Remo. Et je pense que s'il gagne Milan-San Remo, il se peut qu'il s'aligne derrière à Paris-Roubaix, dans le sens où, dans la course au monument, s'il gagne Milan-San Remo, il peut boucler la boucle et pratiquement terminer le jeu en gagnant Paris-Roubaix, et derrière peut-être en enchaînant avec la Vuelta, et là, il aura les 5 monuments, les 3 grands tours, et puis emballer ses pesées. Le tout à 26 ans. Et le tout à 26 ans. Sachant que finalement, les 3 grands tours plus les 5 monuments, il n'y a qu'Eddy Merckx qui l'a réussi en carrière. Et bon, ce qu'on sait, c'est que Pogačar ne sera pas sprinter. En sprint massif, on l'a vu à la première étape de l'UAE Tour, se mêler à un Joe Milan qui a été impressionnant. Et ça fait aussi partie de mes attentes cette saison, c'est qu'au niveau des sprints, il y a un énorme plateau de sprinters. Philipsen, Merlier, Milan, je pense que ce sont les 3 principaux sprinters du peloton. Allez, peut-être un Olaf Koy qui commence à taper à la porte. Tu as dit Milan, Philipsen et Merlier. Hein. Oui, exactement. Je pense que tu es d'accord avec moi au niveau des 3 principaux sprinters. On attend en plus Milan sur le Tour de France. Bien sûr, on a vraiment 3. Enfin, oui, Merlier, franchement, il est dans cette catégorie-là aussi, parce que il a pas eu. C'est quelqu'un à qui on a quand même rarement donné sa chance en grand tour finalement. Et les rares fois où il a participé à un grand tour, il a toujours levé les bras. Donc, je pense que l'année 2021 où il gagne sur la Vuelta et le Tour de France, et depuis, il a quasiment pas fait de grand tour, le pauvre. Donc, finalement, c'est vrai que j'ai hâte de le voir. Milan va découvrir le Tour de France de son côté aussi. Ça va être une grande attente parce qu'il a quand même beaucoup gagné sur le Giro. Il a un peu gagné sur la Vuelta aussi. Ouais. Donc, ça va être très intéressant. Philipsen. Et puis, il y a un fond de maillot vert aussi derrière, et sachant que les 3 ne seront pas les seuls à le jouer. Et il y en a un qui va le jouer, j'espère. Et en tout cas, moi, j'attends de le voir vraiment cette saison sur le devant de la scène. C'est Wout van Aert, parce que j'ai l'impression que Wout van Aert, c'est l'éternel malheureux. Et ça m'embête réellement parce que j'aime profondément ce coureur. Il a des qualités énormes. Et apparemment, il serait en leader passe-partout, non pas pour les sprints, sur le Tour d'Italie, mais pour être un électron libre, un peu la position dans laquelle il était au départ du Tour d'Espagne l'année dernière. Et je veux vraiment revoir Wout van Aert aller matcher avec un Van Der Poel sur la route, sur les Flandriennes, même si l'ascendant psychologique qu'a Van Der Poel aujourd'hui, on l'a vu encore pendant la saison de cyclocross, est assez énorme, mais je veux le voir jouer la victoire sur un Tour des Flandres à Wout van Aert. J'espère qu'il va, et c'est aussi la réaction que j'attends de la part d'Avisma Lease the Bike avec Christophe Laporte aussi, qu'il réagisse et qu'il soit en capacité de gagner sur au moins un des 2 monuments flandriens. Une flandrienne Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix aussi, une des 2 classiques monuments pavés. J'attends vraiment qu'il joue la victoire dessus, parce que l'année dernière Van Der Poel était un peu seul et Pogačar revient sur le Tour des Flandres pour aller batailler avec les autres. Guillaume, chers auditeurs aussi, je vous propose de revenir 5 ans en arrière, à une époque où on mettait les masques encore parce qu'il y avait un petit virus qui avait fait son apparition et qui avait chamboulé un peu l'ordre mondial. Le vélo reprend après. Premier grand monument, Milan-San Remo. Qui gagne ? Wout van Aert bat Julien Alaphilippe. Et à ce moment-là, le débat c'était combien Wout van Aert va gagner de monuments et
est-ce qu'il est capable de gagner les 5 monuments? Je m'en souviens très bien de ce débat. On se disait, oui, il est plus capable que Van Der Poel de gagner le Tour de Lombardie, parce que c'était un peu la différence qu'on faisait entre les deux. Van Aert est plus capable de grimper sur des longs cols que Van Der Poel. Et 5 ans plus tard... Il n'a toujours pas gagné d'autres monuments. Et c'est terrible, parce qu'il a gagné un monument avant Van Der Poel, il me semble. Tout à fait, parce que Van Der Poel... gagne le Tour des Flandres justement devant Wout van Aert sur un sprint épique où je pense que Van Aert fait une petite faute d'ailleurs, et j'ai l'impression que cette défaite au Tour des Flandres 2020, là où Alaphilippe se fracture le poignet, j'ai l'impression que ça a marqué le tournant. À partir de là, j'ai l'impression que Wout van Aert, il a vraiment perdu le truc. Alors il fait un Tour de France monstrueux en 2022, hein, mais je trouve qu'il a perdu le truc sur les classiques depuis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème psychologique quand il en a un contrat avec Van Der Poel. Ils se connaissent depuis tellement d'années, et Van Der Poel lui met maintenant tellement la misère dans les sous-bois l'hiver, que là on l'a vu, hein, cet hiver, bon, il s'est présenté au départ des cyclocross, il a tenté quelques fois, mais encore une fois il s'est mis à la faute, hein, bêtement parfois, dans certaines courses, hein, dans certains cyclocross. Bon, à la fin il fait quand même podium des championnats du monde, avec d'ailleurs un Thibaut Nice. J'attends grandement Thibaut Nice cette saison avec une confirmation au World Tour. On l'avait vu performer en seconde partie de saison l'année dernière, voilà, avec la Lidl Trek pour Thibaut Nice, dans un effectif avec Mats Pedersen aussi. Il sera peut-être un peu sur les mêmes parcours. J'arrive pas à le cerner, Pedersen. Le podcast est enregistré après les Bessèges, et finalement la seule étape qu'il gagne, c'est l'étape la plus difficile où il fait un coup en force, et à côté de ça, en sprint, il est complètement à la rue. Ouais, alors après sur le sprint Provence d'ailleurs, pardon. Ouais, Provence, ouais, mais sur le sprint de la dernière étape avec la grosse chute d'Ackermann, me semble-t-il. Oui, mais il n'y a pas que ça. Sur les premières étapes, il y est pas. Même sur les premières étapes, il y est pas avant son coup de force. Oui, alors après, on a l'impression que c'est un coureur qui, par rapport à un Milan... Alors, Milan est capable de passer des difficultés, mais Pedersen va attendre que la course se durcisse. Oui, mais j'ai l'impression qu'il est en train de changer un peu de filière. Alors, c'est bien, mais le risque, c'est qu'il soit bon partout et qu'il ne soit plus excellent quelque part. C'est quand même quelqu'un qui était quand même excellent en sprint et qui était excellent sur les pavés. Et il faut qu'il fasse gaffe, parce que le danger, c'est de devenir un peu couteau suisse, mais couteau suisse qui gagne plus et qui sera plus capable de gagner des grandes courses. Moi, je pense qu'il a peut-être perdu en puissance pour les sprints massifs, mais qu'il a gagné pour être plus endurant sur les classiques. Et je le vois jouer la gagne sur un Tour des Flandres, par exemple. Mais attention, c'est pareil, lui aussi. Le temps passe, il arrive à avoir 31 ans cette année. Il a déjà été champion du monde, pour le coup. Mais les occasions de gagner un monument, il en aura peut-être plus 10 dans sa carrière. Ouais, bien sûr. Après, on a pas mal parlé de classiques, là, maintenant, depuis le début du podcast. On attend de voir. Alors moi, vraiment, là, le premier rendez-vous de la saison, c'est Milan-San Remo. Et vraiment, je l'attends vraiment de pied ferme, parce que j'ai vraiment envie de voir comment Pogačar va... On a vu les prémices d'un coup de force dès les capis l'année dernière. Moi, j'attends de voir comment il va s'organiser. Et puis, apparemment, il a déjà commencé à battre quelques records de montée et d'ascension aux alentours de San Remo pendant le printemps, pendant l'hiver. J'attends vraiment de voir comment ça va se faire. Ça va être pour moi le premier gros temps fort de la saison. Pogačar à Milan-San Remo. Après, on va voir les classiques, ça va bagarrer. Et puis, vont venir la saison des grands tours. Mais avec un Jonas Vingegaard qui devrait normalement se présenter au Tour d'Italie, si je me trompe pas. C'est dans les tuyaux, mais je sais pas si c'est encore totalement officiel. Alors déjà, au niveau du Tour d'Italie, il y a eu tout un tintouin. D'ailleurs, au moment où on parle, est-ce que le parcours est sorti ? Oui, ça y est, le parcours est sorti. Enfin. Il n'est pas extraordinaire d'ailleurs, mais il est sorti. Ils ont mis quand même beaucoup de temps, avec apparemment des négociations pour que le parcours puisse ramener tel ou tel coureur. C'est Tour de France Vuelta pour Jonas Vingegaard. Tour de France Vuelta, ah oui, voilà. Mais avec Van Aert qui va aller lui sur le Tour d'Italie, et c'est vrai que le Giro va être ouvert. Primož Roglič est annoncé sur le Giro notamment. Vingegaard en dehors du Tour de France, voir ce qu'il va donner. Déjà, Vingegaard va se présenter au départ du Tour de France, normalement, à 100% face à Pogačar. Le retour du duel entre les deux. Là, ils vont peut-être mettre des années-lumière à la concurrence, mais déjà, revoir un duel à 100% entre les deux, c'est ce que j'attends, vraiment. Et voir si Pogačar va être si impressionnant que cela face à Vingegaard. Et ce qui est intéressant avec Vingegaard, c'est que, d'après ce que j'ai pu lire pendant le Tour de France et après,
il aurait quand même battu ses chiffres du Tour 2023 en étant blessé. Alors, faut se méfier des chiffres, hein, mais... Et de la communication par rapport à ça. Mais en tout cas, il était loin d'être à la rue. Il gagne quand même une étape. Et on sent que la 3e semaine était un peu trop pour lui, mais il a jamais pris... Même au plateau de Bay, il prend une claque par Tadej Pogačar, mais derrière, il met une tôle à tout le monde aussi. Donc finalement, c'était un peu le scénario inverse du chrono de Combloux, où Pogačar détruit tout le monde, mais il se fait détruire par Vingegaard. Donc au final, c'était un bon Jonas Vingegaard, et c'est vrai qu'au top, à 100%, on peut... je pense que pour moi, Pogačar a l'ascendant maintenant sur Vingegaard, mais il y aura duel. C'est sûr. Ouais, ascendant, attention, hein, c'est un peu le tueur froid, hein, Vingegaard. Oui, mais au niveau de la gestion, au niveau des émotions. Battu, ça y est. Pogačar l'a battu. Et je pense que ça peut jouer beaucoup quand même. Ouais, enfin, souviens-toi du documentaire Netflix où j'ai pas regardé. Sur la saison de l'année dernière, donc sur le tour précédent où Vingegaard gagne. Vingegaard, c'est l'obsession de Pogačar. Et inversement. Et Pogačar, c'est l'obsession, et c'est peut-être plus Pogačar qui est l'obsession de Vingegaard. Pour moi, oui. Où on voyait que Pogačar, souviens-toi, dès qu'il levait les fesses de la selle, tout de suite Vingegaard se mettait dans la roue pour pas lui laisser 1 centimètre. Oui, de toute façon, c'est un peu comme ça qu'il remporte le Tour de France 2023. D'abord en l'assommant dans le col de Marie-Blanc, et derrière, il a su... même si Pogačar était légèrement supérieur, il a su bien rester dans la roue, pas faire d'erreurs tactiques, céder du temps, mais sans exploser, et avant d'asséner le coup de grâce à Combloux, encore une fois. À Jonas Vingegaard, qu'on verra notamment à Paris-Nice, tout comme Matteo Jorgensen, Joao Almeida. Tadej Pogačar, lui, n'a pas choisi d'aller sur Paris-Nice ou Tirreno parce qu'il va faire Strade Bianche. Et en fait, il va vraiment se concentrer sur les classiques, sur la première partie de saison. D'ailleurs, il n'est même pas sur... c'est le Tour du Pays Basque qui est entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ? C'est le Tour du Pays Basque, tout à fait. Ouais, Tour du Pays Basque, exactement. Donc on va bien voir, mais on va vraiment avoir une première partie de saison classique qui va être assez sympa. Et puis après... les grands tours, et puis on verra peut-être au niveau des Français. Toi, tu en attends quoi de cette saison? Quels espoirs? On a vu David Gaudu déjà performant. Alors bon, c'était que le Tour d'Oman, mais il surfe un peu sur la forme de l'année dernière, où avec le Tour d'Espagne il termine 6ème. On attend de voir notamment un David Gaudu aller bagarrer avec les meilleurs, un Romain Grégoire mettre au fond la moitié des 2e places de l'année dernière. Oui, David Gaudu, déjà ça va lui donner de la confiance, parce que l'année dernière, quasiment jusqu'à la Vuelta, ça a été malchance sur malchance, et beaucoup de chutes, hors de forme sur le Tour de France aussi, et on a vu que avec un minimum de forme, il est capable d'être là sur une Vuelta et d'y jouer les premiers rôles. Alors pas de la gagner, pas de jouer podium, mais au moins d'être là pour jouer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que doit faire David Gaudu? Gagner le Tour de France, ça me semble impossible dans l'état actuel des choses, mais c'est pas lui manquer de respect que de dire ça. Il y a des extraterrestres devant, tous les coureurs dits de seconde division, c'est dur ce que je dis, mais bon, c'est un peu le ressenti que j'ai. Est-ce que tu te focuses à jouer un classement général pour faire 5, 6, 7, 8, allez, au mieux 4 du Tour comme il a fait en 2022, parce qu'on peut présumer que Evenepoel va retenter sa chance aussi, ou est-ce que tu tentes des coups d'éclat, quitte à perdre du temps en général, pour aller chercher 1 ou 2 étapes, ce qui semble possible en échapper s'il a les bonnes jambes? T'en penses quoi, toi? Maillot à poids, étape. Alors c'est un peu un aveu de faiblesse, hein, de se dire ça, mais c'est pareil, le temps file, hein. David Gaudu, il est de 1997, ouais. Il est plus au stade du jeune coureur qui se révélait sur le Tour de Catalogne, justement sur l'édition 2017. Maintenant, c'est un leader confirmé, c'est un coureur qui a maturité, dont la marge de progression sera un peu plus limitée. Et c'est vrai que la question peut se poser aussi pour lui. Et c'est pas lui manquer de respect que de se poser la question. Après, c'est aussi en jouant des coups que David Gaudu s'est replacé, notamment à la Vuelta, où il n'a pas forcément regardé tout de suite le classement général, et puis après il a réussi à terminer 6ème, il était 5ème et doublé sur le contre-montre final par Skelmose. Après, au niveau des Français, on va forcément surveiller Lenny Martinez, voir comment ça va se passer pour lui. La dernière saison de Romain Bardet, première partie de saison, parce qu'il arrêtera normalement à la sortie du Dauphiné au mois de juin. Il y avait apparemment une rumeur comme quoi il pourrait quand même aller au championnat de France et arrêter après. Là, ça aurait été beau, ça.
il me semble qu'il arrêterait sur le Dauphiné, voir un Valentin Paré-Peintre à côté de Remco Evenepoel aussi. Oui, qu'on a vu très bien sur le Tour d'Oman aussi d'ailleurs. Lui qui a déjà gagné, exactement. Et puis, alors en 2 temps, la jeunesse avec Paul Magnier qui est déjà bien costaud et qui montre de belles aptitudes avec cette Soudal Quick-Step qui a changé de direction puisque Patrick Lefebvre est parti à la retraite le 31 décembre. Surprise, un petit peu une surprise, de cette annonce qu'on a vu sortir de nulle part. Oui. Et puis après, Julien Lafilippe à la Tudor. Voilà, on attend de voir s'il va pouvoir aller au moins jouer podium top 5 sur un monument cette saison. J'ai envie de dire, je n'ai plus envie de parler de victoire pour Julien Lafilippe, même si je l'espère du fond de mon cœur, mais au moins aller grimper sur la boîte et jouer la gagne avec un Pogacar, avec ce genre de coureur, quoi. C'est pas impossible, du moins pour un podium. Romain Bardet l'a fait sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Donc exactement. C'est bien la preuve que c'est jouable. De toute façon, derrière, notamment sur des courses où il y aura Pogacar, on sait que Pogacar va écraser à un moment la course, sauf catastrophe. Donc derrière, faut la jouer fin tactiquement, pourquoi pas prendre un petit coup d'avance pour anticiper le moment où Poggi part, sans essayer de le suivre, mais derrière, ça va forcément se regarder, parce que je sais pas si tu as vu ce qu'a dit Lennart van der Velt. Il a dit que finalement, avant le départ de l'UAE Tour, il dit grosso modo, ce qu'il a dit, c'est que quand Pogacar est là sur une course, il a le moral. Et c'est vrai que finalement, ils jouent déjà un peu tous la 2e place. Donc, dans cette bagarre pour la 2e place, il faut être capable de jouer, parce qu'on sait que si quelqu'un prend un coup d'avance, derrière, ça va se regarder, ça va compter ses coups de pédale, enfin, le scénario classique. Mais il y a une double tête à la Tudor avec Marc Hirschi, et on sait que Marc Hirschi est parti de l'UAE pour justement avoir le lead. Et j'attends de voir ce que... Il a déjà gagné, il me semble. Premier jour de course au Grand Prix de Valence, Marc Hirschi. Ça fait partie de ces coureurs qui étaient parmi les meilleurs mondiaux sur les classiques la saison dernière. Attention, je pense que lui a envie de bouffer Pogacar en 1 contre 1. Il a matché avec lui à l'entraînement, je pense qu'il a envie de le bouffer et de voir de s'épanouir dans cette équipe suisse. J'attends de voir ce que ça va donner, et puis peut-être qu'une double tête à la tête de la Tudor pourra profiter sur des scénarios de course à Julien Alaphilippe. Étienne, on a pas mal parlé de cette saison. Allez, en pronostic, tu attends, on va dire quoi ? On va dire au niveau des classiques déjà et des grands tours. Allez, pronostic maintenant, vas-y, tout de suite. Alors, pour moi, Pogacar gagne pas Milan-San Remo. Alors pour moi, il gagne Milan-San Remo. Vas-y. Il gagne le Tour des Flandres. Ouais. Il fait pas Paris-Roubaix. Et c'est vrai, c'est Van der Poel qui gagne Paris-Roubaix. Il gagne Liège-Bastogne-Liège. Il va sur le Giro. Pour moi, j'ai presque envie de dire qu'il tente les 3 grands tours sur la même année. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Alors. C'est un truc que personne n'a jamais fait dans l'histoire du vélo. Et il a fait un petit retour facile. Donc ça peut lui donner des idées en se disant, voilà, l'année dernière j'ai survolé le Giro, avec une grosse concurrence sur le Tour, je les ai tous écrasés. Pourquoi pas être le premier coureur de l'histoire à faire le hat-trick finalement. Sauf que Vingegaard va arriver à 100% au Tour de France, et là ça sera pas la même chose, parce que autant Pogacar il avait quand même en arrivant au Tour de France un Tour d'Italie dans les jambes, même si c'était assez facile pour lui le Tour d'Italie, mais voilà. Alors moi ce que j'attends, c'est que Pogacar gagne Milan-San Remo, que Van der Poel le tape au Tour des Flandres, que Wout van Aert remporte Paris-Roubaix. Alors là, c'est un peu des vœux pieux, comme on dit. Que Pogacar se venge derrière sur Liège-Bastogne-Liège. Que au Tour d'Italie, Roglic le gagne. Et derrière, Tour de France, victoire de Pogacar qui va taper Vingegaard au Tour d'Espagne. Ensuite, il termine avec le Tour de Lombardie. Alors, il y a une inconnue aussi, c'est le championnat du monde. Bon, c'est pour lui. Oui, mais déjà, est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il va être réellement au Rwanda ? Là, c'est grosse... J'ai l'impression que c'est... on pourrait faire un podcast là-dessus, mais c'est horrible pour l'Afrique qui va enfin... qui méritait ce grand rendez-vous, et j'ai l'impression que les coureurs j'ai l'impression que de voir des coureurs bouder parce que soi-disant c'est trop loin. Je veux dire, on a déjà eu des mondiaux en Australie, on va pas me faire croire qu'on peut pas faire des mondiaux au Rwanda quand même. Je veux dire, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a aujourd'hui au Rwanda aussi un problème au niveau de la situation politique et sécuritaire pour accueillir un championnat du monde, et là, c'est peut-être ce qui va poser problème.
Étienne, Tour de Lombardie, forcément, Tadej Pogacar, il va battre. Je crois qu'il bat Fausto Coppi s'il remporte le Lombardie cette année. En termes de vite, oui, il l'avait déjà égalé ou battu sur les victoires consécutives. Et il l'avait égalé, ouais. Il doit le battre. Bon, Étienne, juste on va passer à la partie femme, mais très rapidement une mise en contexte de la partie femme qu'on a enregistrée il y a une dizaine de jours pendant l'UAE Tour, avant que ça se dessine au classement général. Très rapidement, on a déjà vu Étienne, Elisa Longo Borghini avec le nouveau maillot de la team UAE, profiter du travail de Silvia Persico d'ailleurs pour aller l'emporter. Puis on a vu ce week-end Demi Vollering, première course avec la FDJ Suez, et puis déjà devant avec une bataille intéressante avec Anna van der Breggen, déjà au duel avec Demi Vollering. Elle s'est accrochée longtemps, au final elle est loin d'être ridicule sur la course et au classement général, puisqu'elle est sur le podium il me semble. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un beau retour, ça va être elle et Pauline Ferrand-Prévot, ça va être un peu les deux attractions du cyclisme féminin, hors bien sûr Kopecky, Vollering, Longo Borghini, hein. Mais c'est vrai que c'est deux retours qu'on attend, et c'est pareil, c'est des personnalités médiatiques qui vont forcément continuer à tirer le cyclisme féminin vers le haut. On sait maintenant, c'est de plus en plus diffusé. Je sais pas ce que vous êtes dit avec Julien, mais c'est de plus en plus diffusé. Les médias aussi, que ce soit écrit ou autre, en parlent de plus en plus, donc ça va dans le bon sens. Et ce genre de bataille, on a vu un Tour de France 2024 qui était quand même assez incroyable finalement, tant en termes d'écart que en termes de scénario dénouement. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je sais que Stéphane Delcourt pousse pour que le Tour de France arrive à non pas 9, mais maintenant 10 et peut-être 12 et peut-être 14 jours après dans le futur. De toute façon, il va falloir. Il se peut que ça arrive plus vite que prévu, parce que l'économie du cyclisme chez les femmes grandit à une vitesse folle, exponentielle, et peut-être parfois trop vite pour certaines équipes qui ont du mal à tenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé ce deuxième niveau pro team cette saison chez les femmes. Étienne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour de la question, et maintenant place à la pure pédale, comme on dit. Exactement. Étienne, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour parler de cette saison 2025 des hommes qu'on attend forcément. On se retrouvera, nous, dans quelques jours avec, je le disais, un petit reportage que j'ai pu réaliser auprès de la FDJ Suez lors de la conférence de presse de présentation de la saison. Et puis après, on arrivera déjà au podcast avec les Strade Bianche qui vont arriver très très vite, et le début des semi-classiques belges. Ça va être cool, Étienne. Tout à fait. Guillaume, je me permets peut-être une petite promo, mais avec Dico du Sport, on a lancé, à l'heure où on tourne ce podcast, on vient juste de lancer notre application, donc à télécharger sur Android et iPhone. Donc Dico du Sport, c'est disponible sur votre téléphone portable pour une navigation plus facile. Donc si vous voulez ne rien louper de l'actualité cycliste et pas que cycliste, c'est vers Dico du Sport qu'il faut se tourner. Ben voilà, Étienne, t'as bien fait, parce que vous faites un super travail à Dico du Sport. Voilà, tout comme aussi j'en profite, petite promo pour les copains de Vélo Futé qui ont sorti l'interview d'Alejandro Valverde. Un grand bravo à eux, ils font aussi du super travail. Voilà, vous êtes les sites aussi qui font vivre la communauté cyclisme. Et toi, tu fais un énorme boulot aussi à Dico du Sport. Donc un grand bravo. Voilà, c'est aussi bien de se faire des petits dresser des petits lauriers. Tout à fait. C'est pas mal aussi parfois. Bon allez, vous savez quoi, on va arrêter de parler, de blablater, on va passer tout de suite à la partie femme. Remise en contexte, on l'a enregistré une dizaine de jours, mais on va parler de cette saison 2025 qui s'annonce folle. Allez. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. La suite de ce podcast où on va parler, et on parle de la saison 2025, nos attentes pour la saison 2025 qui a déjà commencé. On va parler des femmes avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. C'est Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon Julien, cette saison elle a commencé aussi chez les femmes. Tiens, on va parler aussi des championnats du monde de cyclocross qui ont eu lieu il y a quelques jours en France. Tu étais sur place, tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance que tu as vécue là-bas ? L'ambiance était digne des plus gros cyclocross belges. Ambiance bière, frites, musique néerlandaise. Très très grosse ambiance, que ce soit chez les jeunes dès le samedi matin jusque l'apothéose avec la course Elite Homme et le 7e succès de rang de Mathieu Van Der Poel. Avec une surdomination des Néerlandais et des Néerlandaises dans la course femmes élite. Un trio néerlandais chez les femmes, un vainqueur français, un vainqueur néerlandais chez les élites hommes,
une domination néerlandaise chez les U23 hommes avec Tibordel Grosso. Non, les Pays-Bas égal à eux-mêmes, hein, qui ont assumé leur statut de favori. Et une belle bataille quand même chez les femmes où on sentait qu'il y avait quand même, je vais pas dire qu'il y avait quand même plusieurs clans chez les néerlandaises, mais presque quand même, où ça roulait un petit peu, pas chacun pour sa poire, mais suivant surtout les équipes dans lesquelles elles sont habituellement, quoi. C'était un championnat des Pays-Bas, mais avec le maillot au rang lié. Ouais, chacun jouait pour soi, hein. Il y avait pas vraiment de course d'équipe. Après, un maillot arc-en-ciel, ça reste unique à porter, et ça peut créer quelques tensions au sein de l'équipe. De toute façon, c'est aussi pareil que ce soit en cyclocross ou sur route, hein. Il y a toujours des tensions au sein de l'équipe néerlandaise. C'est ce qui fait un peu le piment de cette équipe. Avec la victoire au final chez les femmes de Fem Van Empel devant Lucinda Brandt et Puk Peters. Et puis on a même eu une quatrième néerlandaise qui était juste derrière le podium, Inge van der Heyden, et Blanca Vas, c'est la première non néerlandaise. On l'attendait plus proche que ça quand même. Blanca Vas du trio de tête termine à 1,56 au final. Sarah Casasola qui termine aussi 6ème, a noté 2 Françaises dans le top 10 avec Hélène Clausel et Amandine Fouquenet. Bon, Julien, on va parler aussi un peu des premières courses route qui se sont déroulées il y a quelques jours au moment où on enregistre. Alors il y a même l'UAE Tour au moment où on enregistre. Là, on est dans le week-end du UAE Tour féminin. Mais on va parler des courses en Australie avec notamment le Down Under qui a livré son verdict courant janvier avec la victoire de la Suisse Noémie Rugg de la IF Education Otley. Et on a eu aussi la Cadel, non pas la Cadel Evans chez les femmes, c'est là exactement. C'est la Cadel Evans Race, c'est ça, avec la victoire d'Ali Wollaston. Tiens, ça commence très bien la FDJ Suez, j'ai envie de te dire. Ali Wollaston qui s'impose coup sur coup, hein, qui avait gagné dans la semaine, qui avait déjà gagné dans le même coin en point pro. Une étape au Down Under, ouais. Qui gagne également au World Tour. C'est une recrue très intéressante pour la FDJ Suez, on en avait déjà parlé, parce qu'elle va vite et elle a aussi certaines aptitudes sur les courses avec quelques pavés, quelques petites côtes en pavé. On verra plus tard dans la saison, mais je pense que ça peut être une très bonne pioche pour aider sa leader des classiques, Elise Chabet, sur les Flandriennes. C'est pas l'une des recrues, enfin c'est pas la recrue la plus médiatique, quand on sait qu'à côté il y a aussi Demi Vollering et Juliette Labousse et Elise Chabet, hein, pour les autres recrues à la FDJ Suez. Elle arrive cet hiver de la SG Insurance Soudal Team, mais elle a prouvé de suite. Alors bon, on essaie toujours de mettre de la nuance sur ces courses qui se déroulent en Australie et puis en Océanie pour le début de saison, mais elle a prouvé qu'elle a une belle pointe de vitesse quand même. Elle a une belle pointe de vitesse. Bon, alors, elle est encore jeune et le problème, c'est qu'il y a toujours devant, il y aura, je pense, encore un bon cette saison, l'ogre Lorena Vibus pour les sprints, hein. Elle a encore fait preuve hier sur la première étape de UAE Tour, où quand elle est bien emmenée, ça va au bout, hein. Charlotte Cole a eu du mal, hein. Charlotte Cole et Vibus sont largement au-dessus du lot, de toute façon. Oui. Et on dirait que Vibus, bon après, on a vu sur le Tour de France, hein, que c'était assez serré, mais il y avait quand même 2 vélos d'écart sur la première étape de l'UAE Tour quand Vibus a lancé. Tout de suite, elle était déjà un train formidable, hein, avec Barbara Guarici en dernier étage de la fusée. Et une fois qu'elle était lancée, elle était lancée. Et après, Cole semble dire qu'elle a lancé son sprint trop tôt. À voir aujourd'hui. À mon avis, aujourd'hui, il y aura de la revanche, même si il y a du vent. Attention aux bordures dans le désert. Ouais. Et puis on verra aussi à l'UAE Tour l'arrivée à Jabel Lafitte, hein, comme d'habitude, hein, c'est un peu le juge de paix. Ça sera pareil chez les hommes à la fin du mois de février. Pour revenir au Down Under, la victoire de Noémie Rugg, la Suisse. Tu peux nous parler un petit peu de cette coureuse qu'on connaît pas forcément? Alors Noémie Rugg a débuté sa carrière chez Cogeas dans l'équipe suisse, hein. Après, elle a fait un petit passage en France au Stade Rochelet, où elle s'est un petit peu révélée au grand public avec quelques petites places, hein, quelques top 10, un maillot de meilleur jeune au Tour de Valence. Et elle est partie s'exiler chez les Néerlandaises de Visma
où là, elle est un petit peu disparue des radars. Et là, depuis qu'elle est retournée chez Cannondale, chez IF Otley Cannondale, et ben elle renaît. Et l'année dernière, elle remporte le titre national de Suisse, championne nationale de Suisse sur route. Et là, elle continue à exploser. Hein. Donc, non, c'est quelqu'un qui commence à grandir, à mûrir, qui est si bien encadré par une équipe IF Otley qui mérite totalement une place en World Tour l'année prochaine. Ouais, on sait que la fin du cycle, hein, c'est 2023-2025, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est à la fin de saison. C'est à la fin de saison qu'on fait les comptes. Hein. L'équipe a fini d'ailleurs meilleure équipe continentale, devant pas mal de grosses écuries World Tour l'année dernière. Donc, je pense que ce sera un non-débat. Ouais, bon, ils vont tranquillement monter, elles vont tranquillement monter en World Tour. Sur ce Down Under, tu peux nous parler un petit peu de ce que toi t'as remarqué un peu d'intéressant. On voit aussi dans le général final Élise Chabet qui termine 5e pour l'FDJ Suez. Il y a des choses assez intéressantes à voir, des Élise Chabet qui finissent 5e au général, qui était plutôt pas mal sur l'étape reine de William Gail. Ce que j'ai vu d'intéressant, c'est qu'après une année où elle est restée beaucoup sur piste, c'est que Chloé Dygert semble avoir retrouvé ses jambes et sa puissance. Chloé Dygert qui rêve d'un Paris-Roubaix. Si elle maintient cette forme, elle pourrait ne pas être loin du podium, voire de la gagne sur Roubaix ou voire même sur d'autres Flandriennes. Ouais, l'américaine qui a remporté la dernière étape, si je me trompe pas. Il y a la dernière étape au sprint, et un sprint assez facile en bosse, un sprint assez facile. Très belle victoire en bosse. Et chez les Françaises, la première Française, c'est India Grangier qui termine 15e, elle qui roule à la COP Repsol. Voilà, elle termine à 1,31. Et Delixine Mirmont a terminé 24e du général, juste devant Amber Krak et Chloé Dygert. Voilà, au général final. Voilà ce qu'il en est des Françaises et des équipes françaises. Julien, on va passer sur la suite de la saison 2025, ce qu'on attend, c'est un peu ça finalement. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison de 2025? Toi, en quelques mots, quels sont... je pense, tu sais quoi? Je pense qu'on va se rejoindre sur nos attentes de la saison 2025. Je te laisse un petit peu en quelques mots aller comme pas une dissertation, mais sur quelques dizaines de secondes nous dire dans Vélo Podcast un petit peu ce que toi tu attends de cette année. Alors moi, ce que j'attends de cette année, c'est qu'on en a parlé sur notre épisode précédent, c'est que les grosses structures ont plus ou moins explosé. SD Works a perdu Vollering, a perdu Reusser, beaucoup d'équipes ont été remaniées, Lidl Trek qui perd Longo Borghini qui part chez UAE, mais qui recrute Réjeanne Marcus, des retours dans le peloton d'Anna van der Breggen, de Pauline Ferrand-Prévot. Donc va y avoir beaucoup de stratégies qui vont être remaniées. Et moi, ce que j'attends, c'est que toutes ces stratégies fassent exploser la SD Works, qu'elle ne soit plus archi dominante comme en 2024. Ouais, on se rejoint un petit peu parce que moi de mon côté, ce que j'attends, c'est peut-être franco-français de dire ça, mais j'attends très sincèrement de voir ce que ça va donner à la FDJ Suez. Je suis très impatient de voir la cohabitation entre Demi Vollering, entre Juliette Labousse, Evita Music, Élise Chabet, et toute cette somme de talents. J'attends de voir comment une équipe française qui se veut être qui veut devenir, en tout cas, si elle ne l'est pas encore, la meilleure équipe du peloton, parce que ça se prouve sur la route. J'attends de savoir comment tout ça va être un petit peu organisé, et je suis très très impatient de voir les premières courses où toutes ces femmes seront ensemble. Voir comment vont cohabiter Labousse et Musique déjà au niveau des Françaises. On sait que l'abondance de biens ne nuit pas, normalement, c'est l'adage qui vaut ça. Je suis très impatient de voir comment vont s'articuler les tactiques autour de ces
trois têtes, j'ai envie de dire. J'attends aussi de voir Pauline Ferrand-Prévot. Là aussi, c'est très franco-français, mais le retour du diamant brut français sur la route, avec pas envie de dire le retour des mamies, mais avec Anna van der Breggen, voir comment ça va se passer. Elles qui ont quitté un peloton professionnel, qui était pas si professionnel que ça, et qui s'est, pendant leur absence, structuré à vitesse grand V. Et c'est aussi, par conséquence, la structuration de la FDJ Suez pendant ce temps-là qui s'est énormément structurée. Je te rejoins aussi sur le point de la SD Works, c'est un petit peu les plaques tectoniques du peloton féminin qui ont bougé pas mal cet hiver. J'attends de voir ce que va donner Lotto Kopecky finalement en grande leader à la fois sur les classiques et sur les grands tours à la SD Works. J'attends de voir ce que ça va donner. Et puis pour terminer, parce que je vais pas faire trop long quand même, et tu vas me dire ce que t'en penses, je suis très impatient de voir Milan-San Remo chez les femmes. Et parce que ça fait aussi partie du développement du cyclisme chez les femmes, et pas de cet aboutissement, mais voilà, moi je veux voir les 5 monuments hommes chez les femmes. J'attends de voir maintenant un Tour de Lombardie qui, j'espère, va arriver très rapidement, et Milan-San Remo va arriver dans cette année 2025. Je suis très impressionnant de savoir qui va remporter la première édition du Milan-San Remo moderne, j'ai envie de te dire, parce qu'on sait qu'il y a eu dans le passé déjà des courses San Remo féminins, mais voilà. C'est un peu ça que j'attends, moi, dans cette année 2025 chez les femmes, Julien. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je te rejoins là-dessus, sur comment va s'articuler la FDJ Suez. Voilà, déjà sur le début de saison, elles vont pas ou peu se croiser. Juliette Labousse est sur l'UAE Tour. Demi Vollering, a priori, est sur le Tour de Valence fin de semaine prochaine. Voilà, donc voir comment ça va s'articuler. Là, visiblement, sur les courses en Australie, ça s'est bien goupillé entre Chabet et Wollaston et le reste de l'équipe. Pour revenir sur le retour, entre guillemets, ce que tu disais des mamies, je pense que le milieu a plus changé pour Pauline que pour Anna van der Breggen, parce que Anna van der Breggen, certes, c'est a arrêté à la bascule du renouveau du cyclisme féminin, mais elle y a participé dans la voiture. Donc elle a pu voir aussi de l'intérieur l'évolution de ce qu'est devenu le cyclisme féminin. Donc elle va être un petit peu moins en perte de repère qu'une Pauline Ferrand-Prévot. Après, le retour de Milan-San Remo, nous on va essayer d'y être, on va pas se le cacher. Et après c'est comme toute nouvelle course. Je pense que la première édition va être super intéressante à regarder, parce que les filles n'auront pas de repère sur comment va se passer la course. Est-ce que ça va être comme chez les hommes, de nouveau départ au pied du Poggio, regroupement avant le pied du Poggio et attaque sur le Poggio? Est-ce que ça va attaquer avant? Est-ce que ça va être une course assez intéressante à suivre, la première, dans le fait où il n'y a aucun repère sur une course déjà existante, même si, d'après certains réseaux sociaux, il y a déjà pas mal de filles qui tournent sur le Poggio. On a notamment vu il y a peu de temps Elisa. Ah bon on a vu Elisa Longo Borghini, on a vu du Balsamo tourner là-bas. Après, on voisine Elena Cecchini, Ilaria Sanguinetti, le poisson pilote de luxe de Balsamo qui habite à 20 km du Poggio, qui va le reconnaître assez souvent. Donc, il y a quand même pas mal de prises d'informations des gens en ce moment. Après, on va voir, comme chez les hommes, j'ai envie de te dire, cette bataille entre les punchers et les sprinters, où dans le Poggio, ça va être aux sprinters, sprinteuses de résister, et aux puncheuses de faire la diff. Et peut-être que la Cipressa aura plus d'importance chez les femmes que chez les hommes, où on a quand même, j'ai l'impression, chez les femmes, une plus grande hétérogénéité, exactement, c'est le mot, j'arrive à le passer en une fois, hétérogénéité chez les femmes, plus que chez les hommes, pour l'instant, en 2025, où j'ai envie de dire que le pouvoir est concentré, alors bon, chez les hommes, le pouvoir est concentré dans les jambes de quelques coureurs, mais chez les femmes, de quelques coureuses, où tu peux avoir, notamment chez les italiennes, Elisa Longo Borghini qui va sans doute essayer de décrocher une Elisa Balsamo, qui va faire tout son possible pour s'accrocher jusqu'en haut du Poggio, pour basculer pas trop loin, et ensuite tenter de
de gagner au sprint. Il y aura sans doute ce genre de bataille. Ça va être très 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 intéressant à suivre et j'ai envie de voir en fait ces femmes performer sur les parcours des hommes. Moi je ne comprends pas et bon alors après voilà c'est une économie hein, le cyclisme hein. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore un Tour de Lombardie. Là on va avoir un Milan-San Remo moderne et j'ai hâte de voir ça réellement. Et puis pour revenir sur Anna van der Breggen, c'est vrai qu'elle a vécu la révolution de l'intérieur là où Ferrand-Prévot l'a vu de loin et de loin et quand même de très loin parce que la route elle l'a délaissée assez longtemps et quand je vois qu'elle veut croquer sur le Tour de France et je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle peut croquer au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix surtout. Et pour moi, elle aura envie de croquer à Paris-Roubaix et j'espère de tout cœur que ce retour sera pas un feu de paille, que ce sera pas un pchit pour Pauline Ferrand-Prévot parce que elle est tellement extraordinaire sa carrière, donc partout là où elle est passée, elle a gagné, elle était championne du monde. Je trouve que ça, rien que de dire ça, c'est incroyable. Et j'espère réellement que, je sais pas ce qu'elle fera au Tour de France, j'espère au moins qu'elle lèvera les bras pour une victoire d'étape. Et là, je me dirais que Pauline Ferrand-Prévot en 2025, parce que son objectif c'est de gagner le Tour de France. Est-ce qu'elle sera en mesure de le faire tout de suite? On va avoir un élément de réponse dans cette année 2025 et il y aura un duel peut-être même franco-français hein, avec la FDJ Suez si Pauline Ferrand-Prévot est amenée à jouer la victoire. Mais je veux au moins la voir lever les bras sur le Tour de France devant les Français, devant le public français. Le symbole, il serait tellement génial en fait. Ah bah là, elle aurait plié le game. Hein. Rien qu'en gagner une étape du Tour, elle aurait fini le jeu. Après, tout ce qui arriverait après, bon, une victoire finale sur le Tour, pas cette année. Je pense qu'il va falloir encore qu'elle s'adapte au peloton, aux façons de courir. Un top 10, ce serait déjà superbe, on va pas se mentir. À la spécialisation aussi du peloton féminin, parce que finalement on voit de vraies grimpeuses aujourd'hui, contrairement à son époque où peut-être que si le Tour de France actuel avait été il y a 10 ans quand elle courait sur la route, elle aurait été en mesure à cette époque-là de gagner le Tour de France. Là aujourd'hui on voit de vraies performances de grimpeuses comme Kasiane Viadoma par exemple. Alors, Pauline Ferrand-Prévot avait été finie meilleure jeune d'un Giro il y a quelques années. À titre d'exemple, c'est Marianne Vos qui gagne le général. Aujourd'hui, malgré tout le respect que j'ai pour cette grande dame, je vois pas une Marianne Vos gagner un Tour de France. Non, mais elle joue pour le maillot vert par contre. Elle joue pour le maillot vert. Donc, tu vois un peu ce qui est cette évolution. Après, moi, j'ai hâte d'être pas au Tour de France, mais d'être sur l'étape de demain du Jebel Afrit pour voir où elle va se situer sur une longue ascension. Déjà sur une longue ascension demain, on va voir où elle en est. Parce que je rappelle qu'on enregistre pendant l'UAE Tour féminin, on est dans ce week-end du début du mois de février, donc on ne sait pas encore ce que donne un Jebel Afrit, mais c'est vrai qu'elle est alignée pour sa première course sur route avec la Visma Lease the Bike sur l'UAE Tour. Elle a montré son nez à la fenêtre lors du sprint final où elle a travaillé pour son équipière. J'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'elle fait 3e de l'étape. Nienke Venoven, qui peut marcher, qui peut aller dans les années à venir aller chatouiller le top 2 mondial néerlandais du sprint. Nienke Venoven. Comme ça, je l'ai bien en tête. Et d'ailleurs, Gladys Verhulst, Wild avec la G-Insurance qui avait pris la 6e place au sprint de la première étape. Mais c'est vrai que, Pauline Ferrand-Prévot, en fait, où est-ce qu'elle en est? Parce que, tu le disais, Marianne Vos remportait le Giro il y a 10 ans. Aujourd'hui, Marianne Vos, bon, elle passe les bosses, mais en haute montagne, on voit qu'elle est limitée. Donc, Pauline Ferrand-Prévot, est-ce qu'elle est dans le même degré de progression que Marianne Vos aujourd'hui, ou alors, avec ses aptitudes en VTT, et son tout récent titre de championne olympique, elle va être capable d'aller jouer en haute montagne comme Puck Peters, j'ai envie de te dire. Mais Puck Peters, elle ne joue pas la victoire sur un général final par exemple. Elle le joue pas encore. Peut-être dans les années à venir. Mais non, pour le moment, elle est encore un peu limitée en montagne. Donc, la filière est pas la même encore en VTT qu'en route, la filière musculaire et autres. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut pas l'attendre tout de suite vainqueur du Tour. Après, je vous souhaite, Pauline, d'être vainqueur du Tour tout de suite.
mais ça risque d'être compliqué quand même. Et on va terminer le podcast avec les pronostics de la saison 2025, voir un peu ce qu'on attend de cette équipe FDJ Suez, parce que maintenant on va falloir la mettre au fond, j'ai envie de te dire. Ah, il va falloir être au bout, hein. Confirmer ce statut de top team mondial, hein. Il va falloir assurer les ambitions et ne pas en avoir peur de ces ambitions, justement. Stéphane Delcourt a dit qu'il voulait tout gagner. Il a raison de penser qu'ils peuvent tout gagner, parce qu'une équipe comme ça sur le papier, ça peut tout gagner. Exactement. Pour terminer les pronostics, Julien, les grands tours, qu'est-ce que tu en attends des grands tours, ou plutôt, qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta boule de cristal? Dans ma boule de cristal, je vois de très belles courses. Ça, on va pas se mentir, c'est très beau à voir. Les pronostics, on veut des noms. Me dis pas, on va avoir des belles courses. On sait qu'on va avoir des belles courses. Ça, on le sait. On veut des noms. Des tendances, allez. Les tendances, je pense à Elisa Longo-Borghini faire un doublé sur le Giro. Ça s'est planté. Vollering vainqueur du Tour, avec pourquoi pas une autre FDJ Suez française sur le podium, à droite ou à gauche de Vollering sur la photo, on ne sait pas encore. Et sur la Vuelta, Juliette Labrousse, qui gagnerait enfin des grandes courses. Et c'est pas une injure que de lui faire ça, mais le problème de Juliette, c'est que c'est ce que Stéphane dit, c'est qu'elle se place beaucoup, mais elle gagne pas. Et ce serait une renaissance pour elle de gagner la Vuelta avec le maillot bleu-blanc-rouge. Alors, est-ce qu'au moment où on parle, et je te pose la question, on connaît le programme des grands tours finalement de musique, Labrousse et Vollering? Pas encore. À mon avis, Vollering, c'est le Tour, hein. Et après, elles se partageront certainement le leadership entre Juliette et Evita sur la Vuelta et le Giro. Après, c'est compliqué à dire pour la Vuelta parce que à 3 mois de la Vuelta, on ne sait toujours pas le parcours. Hors un départ à Barcelone. On rappelle que chez les hommes, le Giro d'Italia, on l'a appris il n'y a pas longtemps le parcours, alors que ça commence au mois de mai. Moi, j'ai envie de te dire que je vois FDJ Suez claquer 2 grands tours sur 3. Je vais m'avancer. Je sais pas lesquels. Ouais. Je sais pas lesquels, mais je vois la Vuelta, et le Tour. On verra après sur le Tour d'Italie, parce que c'est vrai que le Tour d'Italie, ça arrive un mois avant même pas un mois avant le Tour de France, et on sait que le Tour de France sera le grand objectif de l'FDJ Suez. Maintenant, on va passer aux classiques, Julien, et sur les classiques, je vois Lotte Kopecky en claquer au moins deux monuments. Parce que on est bien d'accord que nous aujourd'hui on dit qu'il y a 4 monuments avec San Remo, les Flandres, Roubaix et Liège, hein. Ce sont les 4 monuments, hein, malgré aussi Strade Bianche et les autres classiques qui comptent, hein. Mais je vois Lotte Kopecky en claquer 2 sur 4 au moins. Alors, moi je vois bien Kopecky en gagner 2 sur 4, dont une qui ne sera pas forcément une Flandrienne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je m'explique, je vois bien gagner un Liège, Kopecky. Parce que c'est une course qu'elle peut avoir dans les pattes. Milan-San Remo aussi. Milan-San Remo. Milan-San Remo, c'est clairement. À mon avis, Milan-San Remo, ils vont jouer sur peut-être. Milan-San Remo, à mon avis, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur Milan-San Remo. Soit les puncheuses, soit les sprinteuses. Et chez The Works, ils joueront sur le duo Kopecky-Vibas. Il y a zéro doute là-dessus. Au niveau stratégique, c'est déjà écrit noir sur blanc. On peut déjà dire, sans vouloir faire le comparatif perpétuel avec les hommes, qu'on pourra voir à l'SD Works la tactique de l'année dernière à l'Alpecin de Koenig, où Van Der Poel a contrôlé pour Jasper Philipsen. Voilà, mais c'est un peu. On en avait parlé un peu. On en avait parlé l'année dernière de ça, parce que ça faisait un peu. Effectivement, Kopecky, Vibus, c'était un peu le Van Der Poel, Philipsen des classiques, quoi. Et après, au niveau des Flandriennes, tu vois Kopecky en gagner quand même une. Ouais, moi, je vois bien rééditer son exploit du Tour des Flandres. Se gagner un Tour des Flandres à domicile avec le meilleur champion du monde, il y a pas. Je pense qu'il y a pas plus beau à faire. Il y a pas plus beau à faire. Après, à Paris-Roubaix, alors là, on va peut-être dire du franco-français, chauviniste français et haute-francien. Un podium à minima pour une Victoire Berthaud qui a cette course dans les pattes. Mais oui, Victoire Berthaud, on la veut sur le podium à Roubaix. On va terminer sur ça, tu sais quoi, on va terminer sur ça, sur ce podcast. Victoire Berthaud sur le podium à Roubaix au mois d'avril. On espère vraiment que ça va arriver. Parce que elle a plein de talent dans les jambes, Victoire. Et puis c'est notre pépite, hein, sur ces courses dures, usantes
Voilà, elle en a réellement envie et elle s'entraîne pour ça, donc c'est tout ce qu'on espère. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir, Guillaume. Et puis on se retrouvera dans quelques jours. On va dans ce courant du mois de février, on va parler des courses qui se déroulent, et puis on va très vite arriver sur les premières semi-classiques belges fin février, début mars, avec aussi Strade Bianche et Milan-San Remo. Ça va très vite arriver. On va parler de tout ça. Je te remercie beaucoup, Julien. On rappelle, Actu Cyclisme Féminin sur les réseaux sociaux, sur le site internet. C'est bien ça, sur actucyclismeféminin.fr. Vélo Podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, notamment sur la chaîne YouTube Vélo Podcast. Julien, on se dit à très vite donc. À très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.